Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal et surtout merci à vous de commencer la semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille Hani Ramadan qui est directeur du Centre islamique de Genève. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes arrivé à Mayotte le 9 juin dernier. Votre visite se poursuivra jusqu'au 19 juin. Alors dans quel cadre vous êtes sur Mayotte? Vous aurez l'occasion de nous le dire, notamment grâce à ces conférences que vous tenez sur l'île depuis quelques jours. On en parle tout à l'heure, monsieur Hani Ramadan. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 13 juin. Samedi après-midi, un nouveau braquage a eu lieu en plein cœur de Passamenti. 2 individus, dont l'un armé d'une arme à poing, se sont introduits dans le commerce et ont emporté la caisse. La population, alertée par les cris, s'est une nouvelle fois chargée d'arrêter l'un des malfrats pour le remettre à la police. Explication. Cela fait 1 an jour pour jour que Manuel Valls a signé le document stratégique Mayotte 2025. 360 jours et 95 mesures plus tard, l'heure du bilan avait sonné samedi au ministère des Outre-mer. Car si les chiffres sont incontestablement positifs, les chantiers à venir restent nombreux et compliqués. Vendredi, le premier vol direct Mayotte-Paris en moins de 10 heures a bel et bien eu lieu. Une première réussie pour faire taire les vives critiques qui n'ont cessé de s'abattre à la veille de ce moment historique. Images et reportages autour de ce premier vol à la fin de cette édition. Et on commence cette édition avec ces 2 braquages qui ont eu lieu ce week-end samedi, plus précisément, et ce à quelques heures d'intervalle seulement. Et fait assez rare sur Mayotte, les voyous impliqués dans les 2 affaires en question ont menacé leurs victimes avec des armes à feu. Les précisions avec Abbas Alidi, Jérôme Comment, Isabelle Farger et Adèle Laurent. Dimanche matin, le gîte du relais forestier du Mont-Combani a fait l'objet d'un braquage par 2 individus armés d'un fusil à pompe. Le gérant de l'établissement est intervenu et il a en effet eu le réflexe de sortir un pistolet à grenaille et a tiré un coup de feu en l'air, ce qui a mis en fuite les braqueurs. La veille, 2 hommes, dont un armé d'une arme de poing, ont braqué la boulangerie de Passamenti. Une vendeuse nous explique que les hommes se sont fait passer pour des clients normaux afin de regarder au moment de payer si la caisse était remplie. Elle a ensuite été braqué avec l'arme de poing. Donc il a sorti un pistolet. Moi j'ai pas vu le pistolet sorti, mais il y avait mes collègues qui étaient derrière moi, donc ils criaient pistolet, pistolet. Et là je levais ma tête, je vis qu'ils pointent l'arme sur moi. Donc je laissais la caisse et ils ont pris la caisse. Voilà. Après ils l'ont cru derrière, ils l'ont passé par là, traversé la route et monté sur la maison en ciment. Les agressions à l'arme à feu restent des actes de délinquance peu fréquents dans le 101e département. La victime n'a pas tout de suite réalisé que l'arme était une vraie. Moment qu'il actionne, non, j'avais pas peur. Mais quand ils ont attrapé l'autre qui avait pris la caisse et qui avait l'arme, la police qui arrivait là, j'ai demandé l'arme c'était le vrai ou faux. Donc ils ont dit c'est le vrai, c'est là que j'avais peur. Par rapport à tout ce qui se passe à Mayotte, en ce moment, j'ai peur. À l'heure où Mayotte sombre de plus en plus dans la délinquance, il est de mauvais augure de voir apparaître des attaques à main armée. Nombreux sont ceux à penser que l'espoir pourrait venir du plan sécurité pour tous, censé faire reculer cette délinquance galopante. Et dans le braquage de la boulangerie de Passamenti, le braqueur a été arrêté par la population à la sortie de l'établissement. Il sera maîtrisé et ligoté avant d'être remis à la police. Et des enquêtes sont en cours concernant les 2 affaires. Quant au voleur de la boulangerie de Passamenti, il est actuellement à Majicavo. Et on le voit, plus un jour ne passe sans qu'un fait de délinquance ne se produise à Mayotte. Alors excédés par le phénomène, certains habitants ont donc décidé de prendre le problème à bras-le-corps. C'est notamment le cas des habitants de Doujani. Hier matin, en effet, ils se sont réunis au collège du village afin d'en discuter. Une rencontre qui fut surtout l'occasion d'expliquer et rappeler aux nombreux parents présents leurs responsabilités en cas de dérive de leur progéniture. Les explications dans ce reportage signé Jérôme Comment et Abbas Alidi. Hier, à Doujani, l'heure était à la concertation. En effet, l'association Walesi a souhaité rassembler les habitants et en particulier les parents. Les membres de l'association ont ainsi expliqué à ses géniteurs qu'ils sont les premiers responsables de la délinquance de leurs enfants, car ces derniers sont livrés à eux-mêmes. Un membre de l'association nous fait part d'une des décisions prises au cours de ces débats. Tongoyo
rirongoa amusa risumi amba risifanya ulana na maadisi au pia wao wakubali amba wasifanya hazio shama irenge decision amba hazizo nikasifanyisha ripara mwanamta atofanya halati kula shtu tofanyisha hao dujani halati bole shama irenge decision amba isulawa watoe mtu wota alawe harna i commune quoi harna dagula msapiri yode shitu mapara wa isia jana wa décider. Des habitants prêts à passer à l'acte. Hier, des professionnels et des représentants d'entreprises de Doujani étaient également présents afin de témoigner de leur solidarité à l'égard des habitants et des démarches engagées. Une cohésion nécessaire, comme tient à le rappeler le vice-président de l'association. Tous ces gens-là, que ce soit le monde éducatif, le monde financier, les PMI de Doujani, mais tout le monde veut y croire. Alors nous on s'est dit, bien sûr, le moment est venu pour nous de venir, de venir bien sûr rappeler à tout le monde, à toute la population de Doujani, que oui, il va falloir qu'on en discute et qu'on trouve des solutions parce qu'on ne peut plus continuer comme ça de toute façon. On le croit qu'on peut faire quelque chose, mais c'est ensemble qu'on fera quelque chose. La situation de Mayotte touche en effet tout un chacun. C'est donc tous les habitants de l'île qui doivent s'unir afin d'y faire face, comme nous le fait remarquer Ali Madi Ibrahim. Il est rivenze rihire pia watu maana ile chama ya Doujani weke bele chama ya Maore ça fait rivenze rihire watu jirkane fikira moja tashindir to itambuza turalionazo harna ya Maore hususan na rongwe Doujani hatu ule kwa maana kula remo kiasikia tambu Doujani donc je te m'a sutambi ya roza tuko. Un appel au rassemblement. Antoine Touawilou souhaite quant à lui rappeler que les grandes vacances commencent dans moins d'un mois et que si rien n'est fait, l'oisiveté pourrait mener encore plus de jeunes à commettre des actes de délinquance. Je rappelle aux maires que bien sûr c'est un peu compliqué. On le sait que ça soit pour eux et pour nous. Mais nous aurons aimé qu'en cette période des grandes vacances qui arrivent, qu'il y ait quand même des ateliers pédagogiques, des cours de soutien. À l'occasion, je fais même appel au vice-rectorat de voir, puisque à Doujani nous avons le plus grand collège de France, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les associations de Doujani, mais aussi les associations des parents d'élèves de Doujani. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'encadrer ces enfants-là avec les associations, que ce soit sportives, éducatives et religieuses, pour pouvoir encadrer ces enfants-là durant les grandes vacances. Parce que s'ils n'ont aucun encadrement durant ces vacances, on le sait tous, que même si les enfants veulent être sérieux, veulent essayer d'écouter leurs parents, mais il y aura toujours des dérives. Cette réunion a donc permis de fédérer les citoyens, mais aussi de faire ressurgir des idées communes. Une prise de conscience qui devrait aboutir sur des actes concrets. Cela fait maintenant presque un mois que les décasés sont place de la République. Selon Hassanim Fungoulier, le représentant de la Ligue des droits de l'homme à Mayotte, ils sont toujours 84 adultes et 328 enfants à séjourner sur la place alors que débute l'hiver austral. Et tandis que les expulsions continuent dans les différents villages du Mayotte, les commerçants du marché, eux, voient leur activité en baisse. Zoom sur ces commerçants en difficulté dans ce reportage signé Jérôme Coman, Abbas Alidi et Adèle Laurent. Cela fait un mois que les décasés de la République campent sur la place du marché couvert. En cette période de Ramadan, les commerçants qui d'habitude voient leur vente augmenter à cette époque de l'année fonctionnent au ralenti. Le représentant des commerçants nous en dit plus. Parce que dans le média, des gens indiquent que ces gens-là qui sont là, ils ont pris la place de la République. Et pourtant, nous on regarde, ce n'est pas la place de la République, ils ont pris le périmètre du marché. Ça nous donne des soucis et là, on approche de Eid et les portes, ils ont fermé. Et aussi, la troisième souci, sur le règlement intérieur du marché, c'est écrit que s'il y a une seule porte qui est fermée, on doit fermer le marché, totalement le marché. On demande à l'État, il faudra qu'il trouve une solution pour nous. Des commerçants exaspérés qui lancent un appel à l'État. En effet, le marché couvert tourne au ralenti depuis un mois. Une des vendeuses du marché nous explique son ras-le-bol. Cito
waso ana damder lobanu wa maurwa lobani pamon vanur ketsibani to vanu askar suudza commerce lobwenze babo ta fada lwasi madzeri shia mana madzar latsaji rlagu na madhamana rilatsa huleringia uleta madzasi vanu askar sujwa tsina vanur solekedza basir sumia waja wato sirka tini commerce ni lomlango ambeli hatu watona ngeo softa milangoni hatu ajaiudza nasreketsibani raidiliha rlemewa. Vendeurs à la sauvette et crise des décasés, l'inquiétude des commerçants ne cesse de grandir. En ce mois sacré de Ramadan, nombreux sont ceux à souffrir place de la République et à demander à l'État de remédier rapidement à la situation. Et demain a lieu en France métropolitaine et en Outre-mer une grève générale contre la loi El Khomri. Le mouvement sera suivi à l'île de la Réunion. Mais qu'en est-il pour Mayotte? Nous avons posé la question au secrétaire départemental du SNUPP. On l'écoute au micro d'Abbas Alidi. Ici à Mayotte, nous relayons le mouvement par rapport à l'appel national. Mais il n'y a pas de manifestation. Les organisations syndicales et jeunesse, depuis le début, ils suivent ils sont contre la loi El Khomri. Effectivement, c'est suivi à la Réunion demain. Mais nous, à Mayotte, comme vous l'avez constaté depuis le départ, ça n'a pas été suivi non plus par les organisations fédérales ici, départementales. Mais n'empêche que nous soutenons quand même ce mouvement. À Mayotte ici, effectivement, on est sur ce combat-là, l'application du droit de travail. Récemment, il y a eu un mouvement de grève et puis les organisations syndicales ont été reçues au niveau national, au ministère des Outre-mer, par rapport à cette question. Et c'est un peu dommage que ce n'est pas suivi à Mayotte. Ouseni Sendo, secrétaire départemental adjoint du SNUPP, était donc au micro d'Abbas Alidi. Direction maintenant la capitale, plus précisément au ministère des Outre-mer. En effet, ce samedi à midi, la ministre Georges Paul-Angevin avait convié élus, acteurs et partenaires mahorais pour parler du plan Mayotte 2025. Quel est donc le bilan un an après la signature, le 13 juin 2015? Il semblerait que les choses soient en bonne voie puisque, à ce jour, le document stratégique porteur de 324 mesures a rempli un tiers de ses objectifs. Et s'il s'agit bien évidemment d'une bonne nouvelle pour le 101e département, il n'en reste pas moins que les défis à relever sont eux toujours aussi importants, surtout au vu de la situation devenue aujourd'hui explosive à Mayotte. Un sujet signé Pierre Bellucci. Samedi, le document stratégique Mayotte 2025 fêtait les 1 an de sa mise en place au ministère des Outre-mer. À cette occasion, une conférence de presse s'est tenue en présence d'un parterre de personnalités du 101e département. Et de l'avis de tous ceux présents, ce bilan d'étape était essentiel pour mesurer le chemin qu'il reste à parcourir. C'est toujours plus facile d'anticiper les problèmes plutôt que de courir après. Nous avons beaucoup de choses à faire en même temps. C'est pourquoi la coordination absolue de l'État, des élus locaux et du monde économique, dans tous les dossiers, là où on est prêt, il faut avancer. Là où on est prêt, il faut avancer dans le social, dans la consommation des fonds européens, dans l'éducation. Et c'est ainsi que nous redonnerons confiance à la population. Nous sommes au courant de ce qui se fait et nous pouvons à chaque fois dire à l'État, là ça ne va pas, là il faut corriger, là on peut y aller. Et donc nous avons un suivi de tous les jours et ça c'est une très bonne chose. Sur 324 mesures annoncées, 95 ont pu voir le jour en 1 an, tandis que 80% des actions à mener sont lancées. Un bilan en somme toute flatteur, même si pour le président du Conseil économique et social de Mayotte, certains freins persistent encore et toujours. On a du mal déjà à quantifier les besoins. Et lorsqu'on a du mal à quantifier les besoins, effectivement, on a aussi du mal à mettre en œuvre des politiques publiques qui soient à la hauteur des enjeux. Et pour cela, nous espérons que dans peu de temps, l'INSEE, et là on nous annonce le recensement pour 2017, nous espérons que de ce recensement, nous aurons l'ensemble des données permettant de savoir aujourd'hui quelle est la réalité
de Mayotte en termes de population, donc les différentes populations dont on a à Mayotte, c'est qui en termes de jeunes, de demandeurs d'emploi, de jeunes en qualification. Tous ces éléments nous sont nécessaires pour bâtir des politiques publiques pérennes. Autre frein et non des moindres, le sous-développement des pays qui entourent l'île aux lagons. À ce titre, la ministre des Outre-mer a rappelé que sans coopération régionale, Mayotte ne peut prétendre au développement accéléré dont elle a tant besoin. Même si nous faisons beaucoup d'efforts pour développer Mayotte, s'il n'y a pas parallèlement un effort fait pour assurer dans les îles avoisinantes le minimum de confort, de droits élémentaires, eh bien, il continuera à y avoir un effet d'attraction. Et donc, l'effort qui sera fait par la coopération française, par exemple en matière de santé, en matière d'équipement des hôpitaux, est aussi un effort qui sera utile aux Mahorais. Et ça, je crois qu'il faut qu'on puisse le concevoir. De son côté, le préfet Frédéric Vaux a fixé les priorités à mettre en place dans les tout prochains mois. Alors, il y a encore de très nombreuses mesures à relancer. Je pense qu'il y a une priorité importante qui est la question de la jeunesse. Donc poursuivre l'effort en ce domaine, la question du développement économique, et puis les enjeux environnementaux, parce qu'il s'agit à la fois de préserver les richesses de l'île pour la valeur qu'elle représente, mais aussi comme élément d'attractivité dont Mayotte a le plus grand besoin. Attractivité, préservation de l'environnement, développement économique, prise en charge de la jeunesse, mais aussi parachèvement de la départementalisation, éducation, logement ou encore efficacité des collectivités. Les chantiers sont considérables et vont bien au-delà du plan Mayotte 2025, mais désormais tout le monde semble en avoir conscience. Et je vous le disais tout à l'heure, Annie Ramadan, directeur du Centre islamique de Genève, est avec nous ce soir. Annie Ramadan, tout à l'heure on le disait, votre visite à Mayotte se poursuivra jusqu'au 19 juin. Vous êtes là depuis le 9 juin. Alors, juste une question, pourquoi cette visite à Mayotte? Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Je réponds à une invitation que l'on m'a faite pour venir parler de l'islam et faire une série de conférences, de rencontres. Et donc je dois dire que j'ai été vraiment très très bien accueilli. Et je crois que c'est l'occasion de dresser des ponts, de permettre à quelqu'un qui vient de l'extérieur de s'exprimer autour de la question de l'islam. Et aujourd'hui, cela soulève un certain nombre de points d'interrogation auxquels il faut répondre. Alors on l'a vu tout à l'heure, on parlait du document Mayotte 2025, donc c'est l'inscription, on va dire, pour les Mahorais, vraiment un document important qui les rentre vraiment dans la République. Et aujourd'hui, on sait qu'à Mayotte, 90% de la population est musulmane. Alors comment vous voyez les choses ici à Mayotte, est-ce que les Mahorais, entre religion et principe de la République, comment les Mahorais s'en sortent selon vous ? La réalité, c'est que si l'on pense au fait d'être musulman, de pratiquer l'islam, d'être attaché aux valeurs de l'islam, eh bien, un bon musulman ne peut être qu'un bon citoyen dans cette République. Que ce soit dans la métropole, que ce soit ici à Mayotte, il est question de respecter un certain nombre de réglementations, de lois en vigueur, et le musulman veut le bien de tous, aussi bien des musulmans que des non-musulmans, et donc on est tout à fait capable de concilier ce qui relève des principes de la République et des principes de la foi musulmane. Il n'y a pas contradiction entre ces deux choses. Alors, on est en pleine période de Ramadan, donc c'est un mois saint. Est-ce que vous avez remarqué des comportements qui vous ont interpellé depuis que vous êtes là? En tout cas, jusqu'à présent, comme je me déplace de mosquée en mosquée, de réunion en réunion, j'ai pu croiser des personnes, des gens qui sont vraiment très impliqués dans leur foi. J'ai pu observer aussi de la part d'une certaine population une très grande ferveur pendant ce mois. La prière du Tarawih, la prière de la nuit, le Ramadan. Et c'est vraiment un climat extraordinaire qui règne. J'ai conscience que Mayotte, ce n'est pas que cela, qu'il y a aussi des dérives, qu'il y a aussi des problèmes dus justement à cette relation que l'on a avec un monde qui est étranger, qui a d'autres valeurs. Et donc il y a toute une série de questions qui se posent. Mais précisément, je pense que lorsqu'on revient aux sources, lorsqu'on pratique l'islam, lorsque l'on vit en relation avec Dieu, eh bien le message essentiel de l'islam, c'est un message d'amour, c'est aimer Dieu de tout notre cœur, et puis c'est chercher à répandre cet amour autour de nous, que ce soit avec les musulmans, avec les non-musulmans, et faire en sorte de donner sens à la vie. Et parce que
une structure laïque, une république permet de vivre dans un cadre avec un certain nombre de valeurs qui nous sont communes, mais la question du sens de la vie, de la spiritualité, c'est certainement le plus que l'islam peut apporter aujourd'hui partout dans le monde. Et on sait très bien que les hommes vivent aujourd'hui dans une forme de carence au niveau de la spiritualité. Et nous sommes certains que l'islam apporte les réponses les plus adéquates dans la modernité à ce type de quête. Alors, il est souvent question également dans l'islam de la place de la femme. Alors, on sait qu'à Mayotte, c'est une société matriarcale. Quel est votre regard sur cette société, sur la place de la femme notamment? L'islam a vraiment donné à la femme une place considérable, contrairement aux idées reçues. Par exemple, quelqu'un s'était rendu vers le messager de Dieu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander qui mérite le plus que je sois son compagnon cette vie, que je l'accompagne pour vraiment le seconder, être près de lui. Et le prophète avait répondu ta mère, puis qui ensuite ta mère, puis qui ensuite ta mère, puis qui ensuite ton père. Donc la mère en islam a 3 fois plus de droits que le père. Et ça, c'est une chose que l'on peut mettre en avant pour montrer combien l'islam a porté très haut la mère. Mais je vous demande de réfléchir un instant. Cet homme, on vient lui poser une question qui concerne le fait d'être le compagnon de quelqu'un. Et quand il est questionné à 3 reprises, il dit ta mère, puis ton père. Est-ce que vraiment cela peut être le fait d'un homme qui répond après avoir réfléchi de lui-même? Ou bien cela serait certainement, c'est la marque certaine, que c'est la réponse d'un prophète, d'un homme qui est inspiré par Dieu pour donner une réponse qui est claire, évidente au niveau de la vérité qu'elle recouvre. Alors toujours concernant la femme, revenons un peu sur vos propos controversés de la semaine dernière. Justement, on a vu avec cette phrase que vous avez tenue à l'égard des femmes non voilées. Alors, on a repris des propos que j'ai tenus, et notamment j'avais écrit un article dans Le Temps, dans le passé, où justement je parlais de cette question-là, et j'ai essayé d'expliquer. Donc l'article était passé, avait été publié par Le Temps, et aujourd'hui il y a une polémique qui est reprise sur cette question-là de façon absolument absurde. On me prétend des propos que je n'ai pas tenus de cette façon-là. Simplement, il est évident qu'on ne peut pas comparer la femme à un objet, mais c'était une image que j'ai donnée. Oui, mais essayez de moi, je vais vous expliquer puisque vous posez la question. Essayons de réfléchir et ne pas nous arrêter à des préjugés, à des considérations trop générales. En fait, cette image, cette parabole que j'avais donnée, c'était pour expliquer en fait ce que représente le fait de porter le voile en islam. Alors, on prête au voile des significations qu'il ne recouvre pas. Ce n'est pas un symbole politique, ce n'est pas un symbole d'asservissement de la femme, ce n'est pas un symbole idéologique. Le voile, c'est une pratique religieuse et chacun, normalement, a le droit de pratiquer sa religion au sein de la République. Donc, cela signifie qu'il s'agit d'une injonction divine qui est là pour protéger la femme. Et j'avais donné une image pour cela en disant, eh bien, quand on a, et je ne compare pas la femme à un objet, mais c'est une image, quand on a une perle qui est inestimable, qui est précieuse, eh bien, on la met dans un écrin de velours, on la protège de cette façon-là, et elle ne brille de ses 1000 feux que dans l'intimité du foyer, notamment du foyer conjugal. Par contre, lorsqu'on a une pièce de 100 sous, eh bien, elle peut passer de main en main, et on considère que c'est une chose qui est naturelle et n'a pas grande valeur. C'est une image, ça ne veut pas dire que les femmes qui ne pratiquent pas doivent être considérées comme des prostituées, c'est pas ça du tout l'idée, mais c'est simplement pour dire quelle est la sagesse qu'il y a derrière la pudeur que vivent les musulmanes quand elles obéissent à une injonction divine qui leur commande de porter le voile. Et ces femmes, très souvent, le font volontairement. Elles le font parfois contre la volonté de leur père, ou bien de leur frère, ou bien de leur mari, parce qu'elles sont convaincues que cela entre dans les injonctions coraniques. Et donc, il faut leur laisser cette liberté fondamentale. Merci beaucoup Annie Ramadan. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre islamique de Genève. Merci à vous. Merci. Et on continue avec le bal des visites des candidats à l'élection présidentielle en Outre-mer qui se poursuit. Aujourd'hui, c'était au tour du candidat aux primaires du Parti Les Républicains de rendre visite au département voisin. L'occasion d'évoquer le cas de Mayotte, tout comme sa volonté d'incarner une politique nouvelle au sein même de son parti. On l'écoute au micro de Pierre Bellucci. En novembre 2016, les 20 et 27 novembre 2016, vous avez une élection fondamentale. C'est la primaire de la droite et du centre qui va probablement désigner le prochain président de la République. Vous avez le choix. Est-ce qu'on reprend
toujours les mêmes, ou est-ce qu'on passe enfin à autre chose en votant pour le renouveau que je veux incarner? C'est ça la question fondamentale de la primaire et de la présidentielle. Si vous voulez que les choses bougent à Mayotte, que les choses bougent à La Réunion, qu'enfin on sente que sur le terrain les choses changent, il ne faut pas garder les mêmes. Il faut passer à un autre candidat. Je suis totalement déterminé à gagner la primaire et à gagner la présidentielle de 2017 et j'ai besoin du soutien des habitants de La Réunion et de Mayotte. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 13 juin. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. La préfecture du département continue de frapper fort en termes de reconduite à la frontière. À ce titre, ce matin très tôt, un contrôle d'identité a été effectué par les gendarmes à Bandrélé, plus précisément dans le lieu-dit de Nyambani. 3 camions de la gendarmerie et 2 fourgonnettes avaient ainsi fait le déplacement, tandis qu'au total, près d'une vingtaine de personnes en situation irrégulière a été interpellée en vue d'être reconduite. Selon certains habitants, le village est devenu un lieu de trafics en tout genre, entre recel et vente de produits stupéfiants. Quoi qu'il en soit, la préfecture continue de montrer que l'intransigeance est désormais de mise en ce qui concerne l'illégalité à Mayotte. Alors, grande campagne de communication ou réelle volonté politique? Difficile pour le moment d'en juger. Depuis quelques semaines, l'intersyndicale du conseil départemental monte au créneau. Elle vient ainsi de rédiger un courrier à l'intention du président Swabaadine Ibrahim Ramadani. Et en voici quelques lignes cinglantes. Monsieur le Président, vous avez neutralisé les instances consultatives, celles-là même qui permettent de garantir une certaine justice et transparence, mais aussi un équilibre dans l'exercice du pouvoir, de par la valeur ajoutée qu'apporte le dialogue social. Vous avez annulé une réunion de comité technique prévue le 29 mars 2016 et reportée à une date ultérieure à quelques jours de sa tenue parce que l'administration n'a pas souhaité communiquer les documents de travail. Non seulement vous venez de manquer une énième fois à vos obligations, mais aussi vous projetez, et cela devient tradition, de tordre une nouvelle fois le cou à la loi en programmant un comité technique fortuite en lieu et place de celui demandé par les membres du CT dans leur majorité. Le courrier conclut que pour les agents, le burn-out est proche. De quoi laisser planer la menace d'un mouvement à venir. Il y a quelques jours, le cabinet de l'avocat et président du Parti Les Républicains à Mayotte, Mansour Kamardine, a fait l'objet d'un incendie volontaire. C'est le propriétaire du bâtiment qui avait prévenu l'avocat suite aux informations qu'il avait pu recueillir et le feu avait finalement été stoppé grâce à la rupture d'un conduit d'eau. Depuis, l'enquête a bien progressé et un certain Kamal a été identifié comme l'un des auteurs présumés de l'incendie. Interpellé le 6 juin dernier, il a été placé en garde à vue tandis qu'un second individu a pu être arrêté le lendemain vers 16h. À l'issue de leurs auditions, ils ont été déférés au tribunal de grande instance, puis devant le juge des libertés et de la détention, qui a décidé d'un placement en détention provisoire au centre pénitentiaire. La poursuite de l'enquête devra encore déterminer si, comme l'a affirmé Mansour Kamardine, des commanditaires gravitant autour des expulsés place de la République sont impliqués dans cet acte criminel. À suivre. Et enfin, vendredi soir, l'aéroport de Mayotte a vécu un moment historique. En effet, après 30 ans d'attente, le premier vol direct en moins de 10 heures a bel et bien rallié Paris. Et au-delà de la performance, nombreux sont ceux à saluer le lancement de cette nouvelle ligne qui, en plus de faciliter la vie aux Mahorais, devrait contribuer au développement du tourisme. Justement, nous avons pu vivre ce vol inaugural de l'intérieur, décollage immédiat en compagnie de Pierre Bellucci. 9h50, 90% de remplissage, plus de 2 tonnes de fret. Vendredi, le vol direct Mayotte-Paris a tenu toutes ses promesses. Il faut dire qu'Air Austral avait mis les petits plats dans les grands pour accueillir les premiers passagers de ce vol assuré par le nouveau Boeing 787-800. Pour les parlementaires qui sont amenés à se rendre régulièrement à Paris, le moment a été vécu avec beaucoup d'enthousiasme, d'autant que cette nouvelle liaison va faciliter leur travail. Pour l'organisation de l'agenda parlementaire,
Et vous savez qu'on doit aussi être présent dans notre circonscription ici à Mayotte. C'est quelque chose d'extrêmement important, bien évidemment. Pour une première, je vais devoir partir de Mayotte et arriver à Paris. Vous vous rendez compte? Non, c'est impressionnant quand même. Hein. Ça va changer parce qu'il y a la vitesse, il y a le temps, il y a le coup de la fatigue. Parce que partant d'ici vers la Réunion et arriver à Paris, on consomme une journée de fatigue là. Bon, j'ai le temps de reprendre immédiatement et puis être dans le train du travail, quoi. Voilà. Ce nouveau vol va changer la vie d'un grand nombre de voyageurs. Une satisfaction que le député Bouane Ali Saïd refuse de considérer comme une fin en soi. On a un premier pas, un pas certes important, vous le dites. Il faut que d'autres pas aussi pour la région, pour le national, pour l'international, parce que souvent Mayotte, un hub ça veut dire qu'il faut aller en Chine, un hub il faut aller en Afrique du Sud, un hub en Inde, un hub aux États-Unis. Donc il faut amplifier le mouvement, il faut amplifier la cadence, mais également réduire les coûts. Ça, c'est essentiel. Plus rapide, plus beau, plus confortable, à l'arrivée, le PDG d'Aerostral était fier de ce nouvel avion et du travail accompli durant plusieurs années pour que cette ligne voie le jour, de quoi légitimement prétendre à des lendemains qui chantent. Moi, l'avenir, je le vois aujourd'hui, c'est quand même une première pierre sur un processus qu'on a démarré il y a très longtemps. C'est 30 ans d'attente pour un vol qui est quand même un vol qui facilite la vie. On part à 9h20 hier soir, à 6h10. On est parti à l'heure, on est arrivé à l'heure. Ça facilite effectivement la vie. Donc je pense on est compétitif en termes tarifaires. Donc globalement, je suis sûr qu'avec le niveau de confort qui est donné avec cet avion neuf, on aura évidemment du succès, le succès qui sera au rendez-vous dans les mois qui viennent, et j'espère qu'assez rapidement on pourra augmenter donc le nombre de fréquences pour pouvoir évidemment continuer toujours à mieux servir la clientèle mahoraise. Outre le gain de temps, c'est également l'attractivité du territoire et donc le tourisme qui semble sortir gagnant de cette première réussite. On voit très bien tout l'avantage qu'il y a dans ce vol direct, parce que si nous n'étions pas passés par le chemin que nous faisions habituellement, on ne serait pas encore arrivés. Mais là, on arrive tôt le matin à Paris et nous voilà toute la journée à nous. Et dans l'autre sens, pareil, on arrive à 8h à Mayotte et ça nous permet d'avoir toute la journée devant nous. Donc, touristiquement parlant, c'est vraiment un élément très important puisque ça va permettre aux touristes de gagner quasiment 2 journées complètes dans leur voyage, dans leur séjour à Mayotte. De l'avis de tous ceux qui ont eu la chance de le vivre, ce vol a été une réussite et une bonne manière pour Aerostral de faire taire les premières polémiques. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en rediffusion sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans quelques instants, ne ratez pas votre rendez-vous sportif Casport avec au programme 25 minutes d'actualité sportive suivi de la rediffusion de la finale de rugby à Madagascar. Et enfin, demain matin dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale sur KTV et sur les ondes de Coesie FM. Excellente suite de programme à vous sur KTV.